Bonjour à tous et bienvenue dans le Bureau d'Hugo, l'émission Culture et Tech de 100video.com. Aujourd'hui, on va vous parler d'un mystérieux nouveau produit chez Yamaha, mais également d'Hogwarts Legacy, le jeu du moment. C'est parti! Et pour commencer cet épisode, on va parler de musique avec David Guetta parce qu'il a fait quelque chose d'assez fou en concert récemment. Alors, il y a quelques jours, effectivement, il a envoyé un tweet avec une vidéo où on le voyait en concert et c'était sur un morceau où on entendait la voix d'Eminem. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Donc jusque-là, rien de très palpitant, si ce n'est que la voix d'Eminem en question, c'est pas du tout un humain, et le texte qu'elle chante n'est pas du tout créé par un humain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que David Guetta, pour s'amuser, il a été sur une IA, il a dit à l'IA « écris-moi un texte à la manière d'Eminem ». Il a pris ce texte, il est allé sur une autre IA, et il lui a demandé de lire ce texte avec la voix d'Eminem. Après, il a fait un remix, et ça a donné ce morceau-là, qui est bluffant. Ah ouais, mais sur la vidéo, il lance le son, il y a tout le monde qui fait « Ok, il a fait un feat avec Eminem, c'est un truc de fou », mais en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Et donc, c'était tellement bluffant qu'il a dû expliquer sur Twitter qu'il ne commercialiserait pas le morceau, parce qu'évidemment, ça pose des questions sur les droits d'auteur, mais ça a lancé tout un débat sur ce qu'on avait le droit et pas le droit de faire en musique, puisqu'on a déjà ce débat-là sur d'autres secteurs, mais là, maintenant, on y est aussi en musique. Ce qui pourrait sous-entendre qu'on pourrait faire des feats Elvis Presley, Jul, enfin voilà, sans demander l'autorisation de personne. Ce qui questionne. Ce qui questionne, effectivement. J'ai vu qu'il y a un nouveau Gorillaz qui serait en train de sortir. Exactement, c'est un album qui s'appelle Cracker Island. Et cet album, il sort le 24 février. Pour l'instant, il y a déjà 5 chansons qui sont sorties, avec un paquet de célébrités en feat sur chaque chanson. Notamment, il y a Tame Impala qui est la musique, moi je la trouve toujours aussi bonne. Et voilà, ce qui est important à retenir, je pense, c'est le nom de Damon Albarn, qui est aussi la personne qui est derrière Blur, le groupe de rock anglais voilà, qu'on connaît tous. Et je voulais en profiter pour parler du Rewind avec Olivier Cachin, parce qu'il y avait eu un épisode spécial sur Damon Albarn. Et en fait, moi, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit... Ah mais attends, le mec il est derrière Blur, il est derrière Gorillaz. En fait, le mec fait l'histoire de la musique anglaise du XXe siècle, donc voilà, allez le voir, c'est assez sympa. Surtout qu'Olivier Cachin, je suis sûr qu'il l'a rencontré, qu'il parle de gens qu'il connaît. Oui, c'est ça. c'est ça qui est toujours bluffant avec lui. Donc je pense que ça va être encore un bon rewind à regarder. Et alors la vraie question, Florence, c'est sur quoi on écoute tout ça? Eh ben, tu peux par exemple utiliser le nouveau lecteur réseau que Cambridge a sorti. Ah, comme ça on reste en Angleterre. Voilà, qui est le MXN10, qui est un lecteur réseau compact qui vient étoffer leur gamme. C'est un réseau assez simple mais très efficace, puisque grâce à l'application de Cambridge, on peut accéder à tous les services de streaming habituels, l'UPnP pour utiliser avec des serveurs NAS, etc. Et il utilise à l'intérieur un DAC de très bonne qualité, un DAC Sabre qui permet de décoder du DSD 512 et jusqu'à du PCM 32 bits 784 ou 760. Ouais, voilà, de l'ARS quoi, voilà. ça passe. Ça passe large. Et donc il y a une sortie analogique, comme je viens de le dire, et vous avez aussi deux sorties numériques, une optique et une coaxiale, si vous voulez servir du lecteur comme transport numérique. Et il y a une autre version, tu m'as dit, qui est limitée. Exactement. Ils se sont dit, tant qu'à faire, on va s'amuser un peu. Donc, ils ont eu comme projet de reprendre ce lecteur-là et d'en faire une version limitée dans laquelle ils vont mettre une alimentation extrêmement pointue et de très très haute facture, enfin en tout cas de très bonne qualité, pour aider la partie analogique du DAC pour vraiment avoir la quintessence du signal numérique. Ok, parfait si on cherche un lecteur réseau du coup. Ah, vraiment excellent, en très bon rapport qualité-prix. En parlant de bon rapport qualité-prix et de matériel, moi j'avais envie de parler de la nouvelle barre de son de chez JBL qui est sortie. C'est leur modèle haut de gamme, c'est la JBL Bar 1300. Donc comme chaque année on a l'habitude CES et ensuite les nouveautés arrivent au fur et à mesure de l'année. Et donc là cette barre JBL, elle est intéressante parce qu'elle reprend un concept qu'il y avait chez JBL mais aussi chez Philips. C'est le concept d'avoir sa barre de son caisson de basse sans fil et ensuite d'avoir les surrounds qui sont aux extrémités de la barre de son qu'on peut détacher, qui sont sur batterie et
et qu'on peut mettre derrière soi ou à côté, voilà, pour faire les enceintes surantes de son home cinéma. Et du coup, sans câble du tout. Sans aucun câble. Donc c'est une solution qui est vachement bien. Voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir un système home cinéma classique avec des câbles, des enceintes colonnes, etc., vous pouvez utiliser ce système. C'est aussi, si vous habitez dans un appartement où vous n'avez pas forcément la place, et voilà, c'est un très bon compromis. Oui, parce que c'est très pratique. On prend les satellites, on les met à l'arrière, Voilà. on regarde le film, on les remet. Enfin, On n'a pas d'enceinte sur pied derrière le canapé, puis voilà. Enfin bref, c'est plus pratique. Cette barre de son, elle est intéressante puisque c'est une barre de son 11.1.4. Donc tu as des haut-parleurs d'élévation dans la barre de son et dans les surrounds, ce qui fait que voilà, tu peux profiter pleinement de tes films en Dolby Atmos et en DTSX bien sûr. C'est aussi compatible bien sûr Wi-Fi avec une application, donc tu as tous les services de streaming, Spotify, Deezer, Tidal, enfin voilà, on connaît la musique. C'est compatible Chromecast, AirPlay, voilà. Donc c'est un vrai petit système multimédia comme un amplificateur au final. Dessus tu as des prises HDMI, tu peux y brancher ta console, ton lecteur Blu-ray, bref, ce que tu veux. Voilà, donc c'est un produit qui vaut la peine d'être écouté en tout cas. D'être essayé. Vous avez Pépé qui va nous faire une vidéo bientôt sur cette barre de son. Donc ça sera à voir sur la chaîne YouTube sonvideo.com dans quelques semaines. Voilà, donc restez connectés à la chaîne YouTube. Et pour profiter pleinement de cette barre de son, tu nous as trouvé une petite série sur Paramount. Vas-y, dis-nous tout. Alors, sur Paramount+, ils vont sortir une série qui s'appelle Grease, The Rise of the Pink Ladies. Donc, c'est une série qui sortira en avril et qui va raconter en fait la formation du gang de filles, les Pink Ladies. Ça va se situer 4 ans avant les événements de Grease. Et on retrouve le côté très pétillant, très coloré du film. C'est assez agréable, très feel good. En tout cas, voilà, ça m'a bien hypé et je suis vraiment pressé de voir arriver cette série. Et pour patienter, si ça vous intéresse, il y a en 4K est ressorti Grease il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Et vous allez aussi, il y a Grease 2, je crois, qui est sorti avec Michelle Pfeiffer. C'est à voir. Alors, c'est pas aussi bon que le premier, mais je vous le conseille. Moi, j'ai toujours refusé de le voir pour pas casser la légende. Ah bah, casse la légende, ça fait du bien. Et alors, du coup, ça chante ou pas ? C'est ça qui est important. Alors, apparemment, il y a de la musique, mais je pourrais pas t'en dire plus. J'attends de voir vraiment avant de... D'accord, donc rendez-vous en avril sur Paramount+. C'est ça. Très bien. Et en attendant avril, qu'est-ce que tu me proposes, toi ? Alors moi, je veux te conseiller une série franco-française qui a été produite par France Télévisions et Amazon Prime. Moi, ça me fait rire de voir qu'Amazon s'associe avec le service public pour faire des séries. C'est un attelage un peu étrange. C'est ça, mais une série d'action politique, donc comme on a pu avoir avec le Bureau des légendes ou Engrenage, où dans cette série, on suit un commando des forces spéciales françaises déployées en Irak après l'invasion américaine, à la veille de la bataille de Mossoul. Et ce commando capture un émir de Daesh, voilà, qui est français de base et avec qui ils veulent collaborer. Et donc du coup le deal c'est vous sauvez ma famille de Mossoul et je vous livre les informations dont vous avez besoin. Donc du coup pendant 6 épisodes on va suivre ce commando, essayer d'aller chercher la famille de cet émir de Daesh. C'est dans 6 épisodes assez haletants, les séries comme ça, où on suit les forces spéciales, c'est quand même assez fort. C'est assez rythmé, ouais. C'est assez rythmé, il y a beaucoup d'enjeux. En 6 épisodes, justement, c'est compressé, donc on en prend plein la figure. Donc vraiment une série française à voir en ce début d'année, ça fait bien plaisir. C'est surtout que sur ce type de série, ça fait du bien d'avoir un petit peu une vision européenne des événements. Parce que souvent, il y a les Jack Ryan, les Homeland, etc., très vus des États-Unis. Là, pour une fois, on aura quelque chose, une vision un peu différente. Et je pense que ça peut faire que du bien. Exactement. Donc voilà, à regarder sur Amazon Prime. Et alors, comment commencer l'année sans vous parler d'Hogwarts Legacy, qui est quand même le jeu vidéo qui était attendu en ce début d'année dans l'univers d'Harry Potter. Écoutez, moi j'ai commencé à y jouer, je vais vous en parler un peu parce que c'est vraiment intéressant. Hogwarts Legacy, ça raconte l'histoire d'un jeune sorcier qu'on incarne, ou d'une jeune sorcière, on crée son personnage, qui arrive à Poudlard en 5e année. Donc on est formé rapidement par le professeur Fig pendant l'été pour essayer de rattraper un peu le retard. Et ensuite, direction Poudlard dans un tumulte d'aventure, ça commence
commence extrêmement fort. Et donc après, on arrive à Poudlard. On va faire notre scolarité, ce qui sert aussi de tutoriel, voilà, où on va aller faire les cours de défense contre les forces du mal, parce que bien sûr, il y a des combats, voilà, pour rythmer l'histoire, mais aussi de potions, etc. On retrouve tout l'univers Harry Potter. Et entre-temps, on suit la quête qui commence dès le début du jeu, où un gobelin qui s'appelle Ranrock essaye de nous mettre un peu la main dessus, et sur une forme de magie ancienne que seuls nous pouvons voir. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui va faire le fil rouge de l'histoire et de la scolarité de notre personnage. Et dans l'univers d'Harry Potter, on se situe à peu près à quel niveau Alors, on est au début des années 1800. Ce qui fait qu'on est bien avant Harry Potter qui se déroule dans les années 80, ça commence en 95 il me semble, et bien sûr avant les Animaux Fantastiques eux, qui sont à l'ère pré-industrielle. Voilà. D'accord, mais on retrouve l'esprit Harry Potter, il y a pas, les décors changent pas, Alors c'est l'avantage du monde des sorciers, c'est que effectivement ça change pas beaucoup vu qu'ils n'ont pas de technologie comme nous, voilà. Mais après on voit au début ça commence à Londres, on voit qu'on est quand même dans un Londres d'il y a 200 ans. L'univers, on reconnaît super bien le château, voilà, l'endroit principal où on est, c'est le château de Poudlard et ses alentours. Ça fait extrêmement plaisir aux gens comme moi qui ont grandi avec Harry Potter, de voir le château qui est super bien modélisé. On revoit des endroits de scènes marquantes du film. Ça fait vraiment plaisir de les retrouver là en 4K, se balader dedans. Et alors tu rigoles, mais en me baladant, j'ai ouvert une porte de toilette et à l'intérieur il y avait du polynectar qui était en train d'être fait. Donc il y a plein de petits clins d'œil en plus. Le monde il fourmille de tous ces petits clins d'œil, soit aux Animaux Fantastiques, soit Harry Potter. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, comme en tant que personne qui a grandi avec les Harry Potter. Voilà, de retrouver tout cet univers, tous ces petits clins d'œil, ça fait vraiment plaisir. Il y a plein de petits détails dans la façon, par exemple, dont on interagit avec certains personnages. Il y a des noms de la sous-directrice, par exemple, s'appelle Weasley. Voilà, donc il y a plein de petits clins d'œil un peu partout et ça fait extrêmement plaisir. On sent que le jeu a été fait par des fans pour des fans. Et tu parles d'interaction, mais justement, ça va me faire rebondir sur au niveau de la façon dont on joue les personnages, comment ça se passe? C'est un FPS, c'est un jeu de rôle? Alors un FPS Harry Potter, je signe direct. mais non, c'est un RPG. Donc là, on a parlé de The Witcher la dernière fois, c'est un peu pareil. Vous avez un système de niveau, il y a un système de sorts qu'on doit apprendre. Voilà, ça se débloque au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un RPG classique. Ça réinvente pas du tout la recette. Au contraire, c'est assez accessible pour que tout le monde puisse y jouer. Et on progresse au fur et à mesure de l'aventure. La scolarité de notre personnage avançant, on apprend des nouveaux sorts, ce qui nous sert à avancer dans la quête, etc. Voilà, donc voilà. En parlant sinon du jeu en lui-même, c'est assez grand. Il y a Poudlard, il y a Préolard, il y a tout autour, puis il y a aussi d'autres endroits différents. Donc c'est assez vaste. Tu as tout l'environnement qui va autour, parce que tu peux aller. C'est ça, tu peux prendre ton balai, tu peux aller te balader autour. Tu as des lacs, des forêts, des villages. Dans chaque endroit, tu as des quêtes. Enfin voilà, l'univers il est extrêmement poussé. Et voilà, puis c'est un émerveillement à chaque fois d'aller à un endroit et de voir ce qui s'y passe, etc. Avec l'univers qui est assez riche d'Harry Potter. Donc c'est vraiment chouette. Du coup, techniquement, c'est beau. Alors, techniquement, c'est beau. Moi, je l'ai sur PS5. Il y a 3 versions. Tu as une version haute performance en 60 images par seconde qui est en Full HD. Donc après, votre télé, elle revient en 4K. Donc, ça reste très très beau, c'est très fluide. 60 FPS, ça marche nickel. Il y a une version en 30 FPS qui s'appelle Fidélité, voilà, ou Haute Fidélité, je sais plus. Ou à 30 FPS, c'est un peu moins fluide, mais ça reste très beau. Par contre, là, c'est en 4K. Et on a une version 4K avec Ray Tracing. Et là, du coup, on descend un peu en dessous des 30 FPS quand il y a vraiment beaucoup d'effets de lumière à afficher. Mais voilà, c'est très beau. Là, c'est pour profiter des paysages, profiter des intérieurs de Poudlard. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le mode, tiens, je vais me balader dans Poudlard, je vais m'amuser, voilà. Je mets ce mode-là. Mais si je veux vraiment, je suis un gros gamer et je veux de la fluidité, je mets le premier mode en 1080. Exactement. Et qu'est-ce que tu en as pensé, du coup? Et moi, tu as compris, moi, je suis absolument fan. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup joué, j'ai 6-7 heures de jeu, mais en tout cas, je suis pressé là de rentrer chez moi et d'y retourner parce que vraiment, j'ai été hypé. Je pense que j'aurais eu ce jeu étant enfant, je pense que je serais pas sorti de ma chambre pendant 3 semaines. En sachant qu'il a déjà son pyjama Harry Potter, alors j'imagine même pas ce que ça aurait pu donner. Très content d'avoir pu jouer à ce jeu.
Voilà, et je le conseille. Si vous êtes fan d'Harry Potter, ou en tout cas si vous appréciez l'univers, bah écoutez, foncez, c'est un super jeu. En plus, vous allez pouvoir profiter de votre système home cinéma avec tous les effets de magie et tout qui passent partout. Franchement, c'est un kiff, donc allez-y. On vous a un peu teasé au début de l'épisode, il y a du nouveau chez Yamaha et qui promet de faire quand même du grand bruit dans le monde de la hi-fi. Florent, tu voulais nous en parler, raconte-nous tout. Alors, si vous avez suivi un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous avez vu qu'on était au salon de la hi-fi, donc au Paris Audio Video Show, et sur le stand de Yamaha, il y avait un casque assez mystérieux qui était dans une cabine insonorisée. Qu'on avait tous le droit d'essayer. Tout à fait. Et donc c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on avait plutôt fait pas mal d'éloges dessus parce que c'était vraiment une très belle écoute. Mais on n'avait pas trop d'informations parce que Yamaha voulait pas trop communiquer dessus. C'était une nouveauté mondiale. Ouais, c'est ça, c'était une exclusivité. C'était la première fois qu'ils le présentaient au grand public. Donc le casque était là, on pouvait l'écouter, mais alors on savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Voilà, globalement, on a réussi à arracher que c'était de l'orthodynamique, mais c'est tout ce qu'on a pu savoir. Et là, surprise, la semaine dernière, on a Yamaha France qui est venu dans nos locaux, donc avec la délégation française. C'est ça. Mais qui était accompagné des ingénieurs japonais qui nous ont présenté ce fameux casque pour nous expliquer de A à Z comment il fonctionne. Alors là, je ne vais pas me lancer dans des explications techniques très poussées, puisqu'il y avait aussi Pépé qui était là et donc qui a pu les interviewer et on en a fait une vidéo. C'est ça, un grand déballage qui sortira prochainement sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, on a pu avoir donc nous des infos complémentaires et surtout on a pu le réécouter. Donc on va parler un petit peu de l'impression qu'on a eue de ce casque. D'ailleurs, vas-y, commence Valentin. Qu'en as-tu pensé ? Moi, je l'avais essayé au salon, mais alors dans des conditions un peu particulières, parce que bien que dans une cabine insonorisée, on était au Paris Audio Video Show, donc c'était assez compliqué d'avoir une écoute sans bruit autour, sachant que c'est un casque qui est quand même ouvert. Donc voilà, tout ça pour dire que à l'écoute là, c'était vraiment intéressant. L'orthodynamique, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un casque, et là chez Yamaha, ils l'ont quand même assez bien travaillé. Le fait que ça soit très ouvert, ça donne quand même une aération à la musique qui est quand même hyper intéressante, et là c'est plutôt bien fait. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le casque, c'est le design qu'il a, parce qu'il a un espèce de design cyberpunk japonais, moi, que j'adore. Voilà, donc non, franchement, j'ai été bluffé par le casque. À écouter, c'est vraiment intéressant. Mais effectivement, tu parles de la légèreté. À porter, le casque, il est ultra léger, c'est impressionnant. Ouais. Donc les ingénieurs ont énormément travaillé l'architecture en lui-même du casque pour avoir à la fois une sensation d'écoute extrêmement légère, mais aussi ça va avec les transducteurs qui sont à l'intérieur, qui sont, comme je l'ai dit, des transducteurs orthodynamiques. Qui sont quand même un savoir-faire de Yamaha, puisque ça fait depuis les années 70 qu'ils font ça. Ils ont mis un peu de côté la techno parce que c'était plus facile de faire des casques dynamiques et donc c'était plus dans l'air du temps. Mais là, ils y sont revenus et ils ont vu les intérêts qu'il y avait à faire ce type de casque. Donc l'orthodynamique, c'est de la même famille que les planars magnétiques. Hein. C'est ça. L'avantage, c'est une membrane extrêmement légère. Extrêmement rapide à mettre en mouvement mais par contre c'est compliqué à fabriquer. Là à tel point c'est que les ingénieurs de chez Yamaha ne font fabriquer les membranes que dans une seule usine au Japon par des ouvriers qui sont qualifiés puisque c'est fabriqué à la main. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre et c'est très japonais dans l'esprit puisque toutes les pièces en fait sont étudiées, sont faites pour aller dans un but bien précis, soit techniquement, soit de confort. Donc ça va des coussinets aux grilles qui sont faites pareil au Japon, qui sont sur l'arrière des coppers. Donc tout est réalisé dans l'idée d'aller dans la quintessence du son, avec ce soin du détail qu'ont les Japonais. Et d'ailleurs, tu parlais même visuellement. Il fait penser à des pièces automobiles puisque la marque travaille en moto, ils font plein de choses, des moteurs. Voilà. Et en fait, les pièces du casque, en fait, on peut retrouver cette espèce de design sur certaines motos de la marque, notamment aux motos GP. Enfin, c'est assez impressionnant de qualité de travail. Et comme tu le disais, nous on a eu l'occasion et la chance de pouvoir l'écouter dans de très bonnes conditions.
mais vous pourrez aussi en faire autant puisqu'on en aura dans les magasins. Yamaha va nous les prêter, donc on pourra les mettre en disposition. Et donc vous pourrez vous aussi écouter l'YEH 5000 SE. Voilà. Et vous pourrez nous dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé, parce que franchement, ça mérite une oreille à ce casque. Ça mérite une oreille, surtout si vous aimez les casques de type planard. En ce moment, il y en a quand même pas mal qui sortent. Même en casque gaming, maintenant, il y a des casques planards. Donc non, c'est vraiment intéressant. De toute façon, on vous met les liens pour aller voir la liste des magasins. Il y en a partout en France. Il y en a 16, il y en a dans toutes les grandes villes. Donc normalement, vous aurez un point d'écoute de ce casque pas loin de chez vous. On espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du Bureau d'Hugo et tout ce qu'on a trouvé dans le fameux bureau. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas d'aller regarder la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de nouveautés, notamment du côté du Rewind où on a un Rewind avec Olivier Cachin sur AC/DC. Donc pour savoir toute l'histoire de Bon Scott et de ses amis, écoutez, et d'Angus Young, c'est le bon endroit. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire l'actualité dont vous voulez qu'on parle. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Bureau d'Hugo. Ciao! À bientôt! Comment je te lance? Nos portes. Pas loin. Excusez-moi, ça va fatiguer.